Et si on était trop prudent quand il s'agit de liberté? C'est un peu la question que pose une tribune assez percutante. D'après elle, il y aurait deux camps. D'un côté, les pragmatiques, ceux qui acceptent de négocier avec le pouvoir, et de l'autre, les ambitieux, ceux qui visent une liberté totale. Et selon l'auteur, ce n'est pas juste une petite différence de point de vue, non, c'est un choix qui définit absolument tout. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette image qui est assez forte, je trouve. Un astronaute, quelqu'un fait pour aller dans les étoiles, mais qui reste cloué au sol. Pour l'auteur, c'est la métaphore parfaite de ce qu'il appelle le pragmatisme. Accepter des limites, négocier des petits gains, eh bien ce serait en réalité renoncer au voyage lui-même. C'est une invitation à lever un peu les yeux et à viser plus haut. Alors c'est quoi exactement cette ambition de la liberté ? L'auteur ne la présente pas comme une sorte de curseur qu'on pourrait déplacer, mais bien comme un choix radical, une vraie bifurcation. Et pour que ce soit bien clair, l'article cite Serge Schweitzer. Et là, l'affirmation est choc. Il y a les personnes libres, et puis il y a les autres. D'après lui, ceux qui choisissent le pragmatisme ne sont finalement que des petits porteurs de valises de l'État. La ligne de fracture, elle est là et elle est on ne peut plus nette. Voilà donc les deux mentalités mises face à face. D'un côté, le pragmatisme. On part du principe que l'État est un mal nécessaire et on se bat pour le réduire. L'auteur, lui, l'appelle ça un renoncement. Et de l'autre côté, l'ambition. L'État n'a aucune place légitime. Le seul et unique objectif, c'est de s'en débarrasser pour atteindre une liberté totale. Deux chemins qui, en fait, ne se croiseront jamais. Mais alors, pourquoi cette approche pragmatique serait-elle si dangereuse selon l'auteur ? Eh bien parce qu'il la voit comme un véritable piège. Un mal qui, au final, n'est peut-être pas si nécessaire que ça. C'est vraiment là que l'argument devient tranchant. Pour l'auteur, se battre pour réduire l'État, c'est un peu comme essayer de négocier avec sa cage au lieu de chercher la clé pour en sortir. Chaque petite victoire, chaque concession qu'on obtient est vue comme un gaspillage d'énergie. Une énergie précieuse qui, d'après lui, devrait être entièrement consacrée à un seul but, sortir complètement de la cage et pas seulement chercher à l'aménager un peu. Bon, d'accord, si le pragmatisme est un piège, comment est-ce qu'on s'en sort? L'auteur propose une contre-attaque. Mais attention, elle ne commence pas dans les urnes ou dans la rue. Non, elle commence dans les esprits. L'idée, c'est de mener une bataille contre l'endoctrinement, pour éduquer et surtout pour réveiller les consciences. Il y a cette citation d'Étienne de la Boétie qui vient éclairer ce point. Elle soulève un paradoxe qui est assez fascinant. Et si les gens ne désiraient pas vraiment la liberté? Parce qu'au fond, ils savent qu'ils pourraient l'avoir s'ils la voulaient vraiment. C'est cette fameuse servitude volontaire, cet endoctrinement que l'auteur veut briser en réveillant les esprits. Mais attention, réveiller les esprits, ce n'est que la première étape. L'auteur ne se contente pas de critiquer, il propose un vrai plan d'action. Alors, quelles sont les étapes concrètes de cette ambition en marche ? La stratégie se déploie en 3 temps. D'abord, on l'a vu, il faut rappeler et dénoncer pour provoquer l'éveil. Ensuite, on passe à une phase plus active, s'échapper et entreprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtir des espaces de liberté concrets, vraiment hors de portée de l'État. Et enfin, la patience stratégique. Il faut viser le long terme et accepter que c'est un combat qui nous dépasse, qui dépasse une seule génération. Et comment on fait pour créer ces espaces de liberté ? L'auteur s'appuie sur Ludwig von Mises pour donner une réponse très claire, l'économie de marché. L'idée, c'est que chaque échange volontaire, chaque entreprise créée, chaque service rendu librement, c'est déjà un acte de liberté en soi. C'est un terrain où l'État perd de son pouvoir et où les individus s'enrichissent, au sens propre comme au sens figuré. Mais toutes ces actions, elles ne prennent leur véritable sens que dans une perspective bien plus large. On en arrive au dernier point de la stratégie, et c'est peut-être le plus fondamental, la dimension du temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Face à nous, l'auteur dresse le portrait du Léviathan, cet état monstre qui, lui, a le temps pour lui. Alors pour le combattre, il faut jouer sur le même terrain. La véritable ambition, ce n'est donc pas de gagner pour soi-même, ici et maintenant, c'est de planter des graines de liberté, de les cultiver et de les transmettre à la génération suivante pour qu'elles soient encore plus fortes. Et on en revient à notre astronaute du début. Maintenant, on comprend parfaitement son message. Il n'est pas juste fatigué, il symbolise cette ambition émoussée. Il a le costume, il a le rêve de liberté, mais il a renoncé à décoller. Il a perdu l'ambition d'atteindre les étoiles. Ce qui nous laisse avec la question centrale de tout ce texte. Et si, au fond, la liberté n'était qu'une question d'ambition? Pas une utopie lointaine, mais un objectif à portée de main, à la seule condition d'oser lever les yeux et de vraiment le viser. C'est sur cette pensée, à la fois simple et vertigineuse, que l'auteur nous laisse réfléchir.